À titre personnel, quand j'étais jeune, quand j'étais chez ma grand-mère, c'est moi qui tuais les poulets. Donc je sais ce que ça représente de tuer les poulets, je sais les tuer. Je sais ce que ça représente d'avoir le sang d'un animal sur les mains. Donc je joue pas avec ça. Tu vois, si je peux m'en passer, je le fais pas. Voilà. Là, j'ai voulu quand même sur un plan de la compréhension, voir si ça ajoutait quelque chose, si ça enlevait. Et en plus, c'était bon, voilà, une façon d'accompagner aussi d'autres personnes qui consommaient des produits animaux. Donc j'en ai reconsommé ben là, depuis voilà, cet été à peu près, un petit peu de façon ponctuelle. Je ne peux pas dire que ça change grand-chose, mais je pense que je suis suffisamment reposé et ainsi de suite pour maintenant avoir la possibilité de m'en passer ou de ne pas m'en passer. Mais voilà. Et puis c'était une façon aussi de dédramatiser le débat aussi, hein, parce que de pas me faire passer pour un super vegan ou un super... Non, non, voilà, je suis juste comme tout le monde, j'ai des expériences et voilà. Vegan, ça fait très ambiance Garde des Étoiles, je trouve. Alors, on me dit un coucou de Jocelyne des Landes. Tiens, c'est un petit message pour toi, je pense. Euh, on nous dit, j'ai une question. Est-ce que le fait de manger cru est une solution alternative pour lutter contre le cancer et les maladies que l'on soigne généralement avec des médocs, on me dit des médocs, type grippe, chiasse. Bon, chiasse, on peut trouver d'autres mots, mon cher esprit critique. Alors, est-ce que le fait de manger cru est une solution alternative pour lutter contre le cancer? Alors, Ouais. ce qu'on sait, c'est que de bombarder l'organisme avec des produits qu'on dit antioxydants a une action très favorable sur la diminution des tumeurs cancéreuses. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes ont proposé à l'extrême de bombarder l'organisme avec des injections de vitamine C. Il y a un prix Nobel de médecine qui s'appelle Linus Pauling qui a beaucoup parlé des injections massives de vitamine C. Alors pour moi, ça me semble présenter énormément d'inconvénients. Par contre, le fait de se tourner massivement vers les fruits et les légumes assure un apport d'antioxydants permanent. Il y a une autre cure qui est la cure de raisin, par exemple, qui est assez connue, qui est une cure qui est reconnue comme étant, on va dire, curative, ou en tout cas qui participe à la guérison de nombreuses personnes qui ont eu un cancer. Il y a aux États-Unis aussi, il y a un institut qui est très connu, qui s'appelle l'Institut Max Gerson. Max Gerson, c'était un médecin naturopathe dans les années 30 ou 40, qui guérit, et vraiment ils ont des retours d'expérience, enfin, c'est étayé, hein, principalement à des jus de légumes et des jus de fruits, uniquement, jus de cru et des fruits. Donc, est-ce que le fait de manger cru est une solution alternative pour lutter contre le cancer? Nombre d'éléments permettent de le penser. Oui. Après, c'est toujours pareil. Hein, ça dépend du stade d'évolution, ça dépend de la force nerveuse de la personne. Enfin voilà, c'est pas pour dire c'est le remède absolu contre tous les types de cancers. Ça dépend où on en est, ça dépend. Force est de constater qu'il y a énormément de témoignages qui témoignent qu'il y a une approche alternative à la traditionnelle chimio-radio, qui d'ailleurs est loin de porter les fruits qu'on voudrait lui faire porter. Il y a quand même pas mal d'articles de plus en plus qui montrent que la chimiothérapie et la radiothérapie ne sont pas une chance absolue de survie, c'est loin de là, c'est pas une assurance vie du tout, et ça a un impact physiologique sur le corps humain. C'est pas anodin de prendre un traitement qui va te faire perdre tes cheveux, tes dents et ainsi de suite. C'est que quelque part, ça te met quand même, ça te fiche un sacré coup à l'organisme. L'approche par les fruits et les légumes, là aussi, par contre, c'est un engagement personnel, c'est-à-dire que tu quittes une voie qui est une voie reconnue, on va dire, la chimiothérapie, la radiothérapie, tu t'engages sur une voie qui est plus hasardeuse. Alors, c'est clair que ça suscite beaucoup de peur. Et c'est pour ça que les témoignages sur Internet sont très importants. Parce qu'il y a des témoignages, il y a pas mal de témoignages qui témoignent effectivement qu'on peut avoir une approche alternative au niveau du cancer. Et j'y crois personnellement énormément. Ouais, parce que ça, on nous pose souvent la question, ça, par rapport au cancer. On a une question, c'est vrai, on me dit, qu'est-ce que tu penses de l'argent colloïdal? Ça, c'est, on en a Oui, parlé. ouais, alors l'argent colloïdal, ça aussi, ça fait partie comme la vitamine C des remèdes entre guillemets bien à la mode. Je m'en méfie énormément parce que je sais que l'argent est un produit qui est présent dans le corps à l'état de trace. Hein, et c'est pas parce qu'on voit une suppression des symptômes que c'est quelque chose de positif. Hein. Si tu veux, moi je peux te donner n'importe quelle antibiothérapie hein, et tu vas voir une suppression de tes symptômes. C'est pas pour autant que tu vas aller mieux dans ma compréhension du corps. Tu vas au contraire empêcher une réaction de nettoyage du corps. Pour moi, l'argent colloïdal, il est toxique pour le corps quand on le prend en si grande dose. Ça amène à des améliorations visibles, mais c'est pas parce que tu as des améliorations visibles que ton corps va réellement mieux. C'est juste que pour moi, tu as supprimé la manifestation du trouble. Et il y a quand même, là encore, l'argent colloïdal, il y a quand même pas mal de témoignages sur le net si on fait les recherches, surtout si tu fais des recherches en anglais, de personnes qui témoignent qu'effectivement, ils ont pris de l'argent colloïdal pendant un temps
il y a eu une suppression des symptômes, tout allait bien. Puis d'un seul coup, ils ont commencé à manifester des effets secondaires parce que c'est pas anodin de mettre quelque chose qui est simplement présent à l'état de trace dans l'organisme, de le mettre de façon massive. Tout est en équilibre dans l'organisme, tous les minéraux sont tous les métaux et tous les minéraux sont présents à l'état d'équilibre. Si tu en amènes un de façon massive, ben ça va déséquilibrer toute la chaîne. Et il va y avoir toute une chaîne de conséquences dans le corps, alors qui va compenser comme il peut. Mais force est de constater qu'avec l'argent colloïdal, d'après moi, ça a plus d'effets délétères qu'autre chose. Par contre, ça paraît être un quick fix, comme ils disent en anglais, tu vois, une solution rapide, une solution un peu miracle. Et qui a le mérite dans les milieux un peu alternatifs, tu vois, l'argent colloïdal, ça fait mieux que les médicaments allopathiques, tu vois, on dit, voilà, c'est alternatif. Hein. C'est pas parce que c'est alternatif que c'est bon. Hein. C'est pas parce que c'est pas allopathique que c'est bon. Il faut là aussi juger ça en fonction des effets secondaire. Il me semble que l'argent colloïdal a des effets secondaires qui sont beaucoup trop lourds pour l'organisme. Et puis que là aussi, on joue avec quelque chose dont on a très peu de retours. Enfin, tu vois, on a très peu de temps d'expérimentation. Pas de recul, pas de recul, excuse-moi, voilà, je cherchais le mot. On a très peu de recul, très peu d'études sur les effets que peuvent avoir l'ingestion massive de ce produit dans l'organisme. Oui, parce que ça s'utilise, donc j'ai vu, on en parlait l'autre fois avec VV, justement, il disait qu'on pouvait le boire ou le mettre sur la peau. Lui, il aime beaucoup l'argent colloïdal. Ouais. Ça fait partie des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, de toute façon. Il faut un petit débat, alors. Oui, c'est possible. Mais j'avoue que je ne suis pas spécialiste de l'argent colloïdal. Hein, donc. Alors, on me dit, peux-tu nous expliquer, c'est vrai, alors, végétarien, végétalien, végan, frugivore. C'est vrai qu'on n'y comprend plus rien. Moi, je pensais avant, il y avait les végétariens, et puis voilà, c'est quelqu'un qui mange pas de viande. Puis finalement, on m'a dit non, il y a les végétaliens. Alors, c'est ceux qui excluent toute forme de nourriture animale, y compris les œufs, le poisson, etc. Le miel, oui. Le miel, voilà. Bon, le miel. Mais c'est gentil, le miel, on tue personne. Ouais, alors, oui et non. Pour avoir, j'ai des ruches chez moi, hein, et mes abeilles, je les aime énormément. Et, bah, t'es pas un tueur d'abeilles. Non, je suis pas un tueur d'abeilles. Après, je sais qu'il y a énormément de formes d'apiculture qui sont totalement un massacre pour les abeilles. Il y a des apiculteurs qui produisent en grande quantité, qui sont un massacre pour les abeilles. Après, chez les végétaliens, il y a la notion d'exploitation animale. C'est-à-dire que pour eux, amener un animal à produire pour toi, c'est le maintenir sous ta coupe, d'une certaine manière. Et donc, c'est le parti pris végétalien. Végan, je ne suis pas sûr de faire la différence entre végétalien et végan. Je pense que dans le végan, il y a un degré au-delà encore. Hein, ça fait un peu sexe, je trouve, végan. Ouais. Ah, c'est des choix, c'est des choix éthiques et des personnes. Vraiment, moi, dans les vidéos, mon propos, c'est de vraiment donner aux gens les éléments pour faire leur choix. Et j'essaye de ne pas rentrer dans un débat éthique parce que sinon, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort vraiment pas. Je laisse chacun faire son truc. Et donc, frugivore, c'est ce que je te disais, c'était plutôt proche de ce qui me semble être l'anatomie comparée qui nous montre que l'organisme humain est composé comme ça, c'est-à-dire une majorité de fruits et de légumes. Accessoirement, on est adapté à la consommation d'une petite quantité de produits animaux. Voilà. Après, tout ça, c'est des catégories qui sont parfois un petit peu rigides. Je m'en méfie un petit peu. Et puis, c'est toujours pareil, moi je dis toujours aux gens, et voilà, est-ce que si on est végétarien pendant 6 ans, puis qu'on recommence à consommer un produit animal, puis qu'à nouveau on est végétarien pendant 3 ans, est-ce qu'on est végétarien tout le temps? Enfin, tu vois, on rentre dans des trucs... je pense que c'est à chacun son âme et conscience à partir de son chemin, son expérience de faire ses choix, quoi, vraiment. On me demande aussi comment expliquer qu'une jeune maman ne puisse allaiter faute de lait. Est-ce un problème hormonal ou autre? C'est vrai, je sais, non ça. Alors il y a une hormone qui s'appelle la prolactine, qui est produite par une glande là qu'on appelle la glande pituitaire à ce niveau-là, qui est responsable de la production de lait au niveau des seins. La plupart du temps, alors là pareil, hein, on n'est pas en consultation, donc voilà, il y a très peu d'éléments, donc ça serait très difficile. Je dirais que la plupart du temps, les problèmes de manque de lait, ça concerne des mamans qui sont au bord de l'épuisement. Hein. Malheureusement, c'est très souvent le cas parce qu'on a de plus en plus de mamans qui sont seules, des familles monoparentales, enfin voilà. Et il n'y a plus, avant, enfin je veux dire, il y avait les mères qui étaient là, il y avait les grands-mères qui étaient là, enfin tout le monde se soutenait, se supportait. Et puis ça arrivait de faire appel à une nourrice pour nourrir l'enfant, et puis voilà, on se prêtait le sein, et puis celle de la famille qui pouvait donner le sein, le donnait. Donc ça arrivait. Maintenant, le problème, c'est que tout ça, ça a explosé. Les mères se retrouvent toutes seules à gérer des enfants, avec un boulot en plus à gérer. Elles sont en épuisement vraiment chronique et l'état de nombreuses mères... elles n'ont plus de lait. Elles n'ont plus de lait. Elles n'ont plus de lait, non. A priori, ça pourrait être une explication. Après, il faudrait voir les cas individuels. En plus, là aussi, alors ça, tu confirmes ou t'infirmes, mais il semble que le lait maternel contienne un certain nombre d'anticorps indispensables et que justement c'est plutôt préjudiciable pour l'enfant de ne pas avoir été nourri au lait maternel. Ah, mais le lait maternel est l'unique aliment adapté à l'enfant.
Alors on dit au moins jusqu'à, alors je ne voudrais pas faire d'erreur pour ne pas me faire taper dessus, hein, mais jusqu'à 9 mois, et qu'à partir de 9 mois on peut amener la diversification. Il semblerait qu'on peut largement nourrir un enfant avec du lait jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Il y en a même qui le font plus longtemps que ça. Après, ça devient une part congrue de l'alimentation et que c'est jamais quelque chose de négatif. Non, c'est rassurant de se dire que le lait de la mère est l'aliment le plus adapté à la construction du petit humain, qu'il est parfaitement équilibré au niveau métabolique et qui contient, comme tu le disais, des substances qui sont essentielles à la construction du système immunitaire de l'enfant. Et que le fait de le priver de lait, à part de remplir les poches d'un certain système, eh bien, ça n'a aucun intérêt et c'est même extrêmement dangereux. Ça construit des individus qui sont beaucoup plus fragiles. Ça, c'est évident. Ouais. C'est évident. Ça fait partie Non, des même grands les grandes scandales. marques de lait disent le meilleur après le vôtre. Alors, on me dit, ton message évolue au fur et à mesure des années. Ne penses-tu pas que des vidéos débriefs pour revenir sur des choses qui ont été dites de façon catégorique et qui se révèlent moins strictes? Oui, mais je le fais régulièrement. Je le fais régulièrement. J'ai pas... Tu vois, par exemple, quand je te parlais des jus de légumes, au début, dans les premières vidéos, je dis ouais, mais c'est pas naturel, il n'y a pas d'extracteur dans la forêt, tu vois, ce genre de truc. Maintenant, ça me fait rigoler. Je dis ok, ben, j'ai dit une bêtise. C'est tout. J'ai dit une bêtise, et puis voilà, je me donne le droit. Tu sais, je me pose pas comme une autorité, je me pose pas comme un spécialiste, je me pose comme quelqu'un qui est en expérimentation et qui avance pas à pas. Et c'est pour ça que c'est important pour moi que chacun prenne sa responsabilité, parce que ce que je fais que proposer, c'est ma vision, mon regard par rapport aux choses, et que c'est à chacun de le passer au filtre de son libre arbitre. Et que si ce n'était pas le cas, ça serait vraiment trop dangereux. Si je sais que tout ce que je dis est appliqué à la lettre immédiatement et ainsi de suite, c'est extrêmement angoissant pour moi. Ça veut dire que ça me donne une responsabilité. Enfin, il va falloir que je mesure tous mes propos. Non, je fais des expériences, pour moi-même, que je relate. J'essaye de les étayer le plus possible, de donner des arguments, d'expliquer pourquoi je fais comme ça. Et si ça parle à la personne, eh ben, j'ose espérer qu'elle va essayer, mais avec son esprit critique et avec son libre arbitre aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je lis énormément de choses sur le net. Putain, des fois, je lis des choses, je dis, oh, c'est de la folie, ça, c'est même pas la peine. Je veux pas essayer. Puis il y en a d'autres, je me dis, waouh, c'est interpellant ça. Ok, je vais essayer, mais je vais jamais me retourner contre la personne si ça marche pas. C'est moi qui ai essayé, c'est ma responsabilité. Mais pareil, on est dans une culture qui est une culture de la délégation, où on a tendance à reprocher aux autres notre propre démission de notre responsabilité. Et ça, je pense que c'est un des gros challenges du système éducatif à venir, c'est un gros challenge au niveau de la réforme de la société, c'est de reprendre à titre individuel et à titre collectif notre responsabilité. Ça, c'est un truc, pour moi, c'est un message que je martellerai sans cesse et qui est vraiment important. Et en termes de santé, il y a des gros challenges. Alors on me dit Thierry, je t'écoute du Québec, je t'écoute depuis 2011, j'ai suivi beaucoup de tes conseils et rassure-toi, ils sont bons. Je t'adore, merci d'être là au centre de cette jungle alimentaire. Voilà, bravo, merci pour ton témoignage. Bon bah, c'est pas vraiment... C'est ça du Québec, tu vois. Ouais, je suis allé au Québec cet été, j'ai beaucoup aimé l'accueil des Québécois, j'aime beaucoup les Québécois. Ouais. On me demande si t'es pour une purge avant le jeûne. Tiens. Une purge avant le jeûne. Oui, on m'a posé la question, tiens, récemment. Oui, globalement, ça peut être intéressant. En même temps, c'est toujours pareil. Une purge, ça demande un effort à l'organisme. Ça demande à expulser, donc ça mobilise beaucoup d'énergie pour l'organisme. Si la personne est quelqu'un qui a une bonne vitalité, aucun problème. Si la personne est quelqu'un qui est déjà épuisé, je me méfie des purges parce que c'est quelque chose qui est violent pour l'organisme, qui est forcé quelque part d'une certaine manière. Et je me méfie de tout ce qui est forcé, même si ça paraît bien a priori, pour un organisme qui est déjà fatigué, et même pour un organisme qui est déjà fatigué, tu vois, jeûner, ça me paraît pas toujours la meilleure des solutions. Tu vois, je serais pour des approches plus de diète allégée par exemple, mais beaucoup moins radicales. Parce que plus un individu est fatigué, moins il va avoir de capacité à compter sur ses propres ressources. Parce que dans le jeûne, tu comptes sur tes propres ressources, tu comptes sur tes réserves, tu comptes sur le pouvoir de guérison du corps. Mais si tu es épuisé, tu ne les as plus, ces réserves-là. Donc, le jeûne, la purge, oui, pour les individus qui ont encore une bonne vitalité nerveuse, qui ne sont pas trop fatigués. Alors, on me demande aussi, c'est vrai, le matin, un petit jus de citron pour préparer le printemps peut aider. En fait, est-ce qu'on peut le matin se faire un jus de citron ou un jus d'orange? Parce que semble-t-il, il y a moins de vitamines que par la vitamine qu'on achèterait en synthèse, qui en contiendrait bien plus. Alors, toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Intéressant. Bah, on avait parlé de ça avec Vivi aussi. Très, très intéressant. Alors,
il est certain que si tu prends des cachetons de vitamine C, ils vont pouvoir être extrêmement concentrés. Tu vas avoir une très haute dose de vitamine C. Sauf qu'il y a deux choses. Premièrement, est-ce que parce qu'il y a plus, c'est bon pour l'organisme? Parce qu'on est dans une civilisation où souvent on considère que plus, c'est mieux. Mais en fait, plus, c'est pas mieux. Plus, c'est plus. Et plus, ça peut être largement trop. Je veux dire, si tu te prends plus de baffes, c'est quelque chose de négatif. Donc, je veux dire, on a tendance souvent à penser, on en prend plus, donc c'est mieux. On prend plus de vitamine C, donc c'est mieux pour l'organisme. Non, l'organisme, il a une capacité à traiter la vitamine C. Il a des besoins, des apports journaliers recommandés de vitamine C qu'il peut traiter. Au-delà, on va en perdre une bonne partie dans nos selles. On va l'éliminer par notre urine et par nos selles. Donc, ça va être perdu. Deuxièmement, j'arrive pas à considérer qu'une vitamine C qui a été synthétisée, qui a été mise dans des cachets, a la même qualité qu'une vitamine C qui va être prise directement dans un fruit. Juste, c'est pas possible pour moi de l'imaginer. Parce que la vitamine C qui va être prise dans un fruit, elle va venir avec tout un ensemble de minéraux, d'autres vitamines, de cofacteurs qui vont participer à son utilisation. Dans le cachet, tu vas pas avoir tout ça. Tu vas juste avoir de la vitamine C. On a isolé un produit. Et moi, tous mes formateurs m'ont toujours dit, à partir du moment où on commence à isoler un produit, eh bien, on a perdu le totum. Le totum, c'est l'intégralité des produits qui venaient ensemble pour jouer ensemble. Et quand on prend de la vitamine C, on se rend compte que dans l'assimilation de la vitamine C, il y a des tas d'autres vitamines qui sont nécessaires pour que cette vitamine C soit assimilée de façon adéquate. Quand tu vas prendre un produit isolé, ben, tu vas rater tous ces facteurs-là. Ah, donc ça veut dire qu'il vaut mieux, donc, dans ce cas, prendre le jus d'orange que la vitamine C de synthèse. Ah, absolument. Ah ouais. J'en suis persuadé. Ou jus de citron, voilà. Absolument, j'en suis totalement persuadé. Vraiment totalement persuadé. On ne me vendra jamais un lait synthétique pour remplacer le lait de la mer et on ne me revendra jamais des pilules de vitamine C pour remplacer le jus d'orange ou l'orange même radicalement. Ouais, ou l'orange, enfin, l'orange, voilà. Le les fruits lui-même. Le fruit lui-même. Ouais, non, ça j'y crois absolument pas. Je pense qu'on est capable de nous sortir des tas d'études qui tendraient à prouver cela. Parce que je pense que la capacité de malversation, même au niveau scientifique et intellectuel, est très forte pour arriver à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais je ne peux pas croire qu'on puisse arriver à faire mieux que le fruit tel qu'il a été créé. Ça, j'y crois pas. J'y crois pas et en pratique, je ne l'expérimente pas. Alors, on me dit, j'ai deux questions à poser. Alors, le brossage des dents avec du dentifrice a-t-il une influence à l'intérieur du corps? Et quel type d'eau consommes-tu? Bon, l'eau, tu l'as dit tout à l'heure, ton eau de source. Oui, voilà. l'eau de source ou de l'eau distillée. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'eau distillée. L'eau distillée? Ouais, l'eau distillée, ouais. Oui. Ça surprend beaucoup, l'eau distillée. Souvent, on me dit, ouais, mais l'eau distillée, il n'y a pas de minéraux. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu regardes une définition de l'être humain, il est dit hétérotrophe. Alors, hétérotrophe, c'est pareil, un nom un peu barbare. Hétérotrophe, ça veut dire que si tu ne peux pas prendre des minéraux du sol, t'en nourrir et faire que ça devienne des minéraux de ton corps. C'est pas possible. Tu pourras sucer un grain de sable, ça ne servira à rien. Il n'y a que les plantes qui ont la capacité de prendre les minéraux du sol et, via la photosynthèse, via les rayons du soleil, de les transformer en matière élaborée. Et l'homme, qui est hétérotrophe, comme la plupart des animaux, ne peut se nourrir que de minéraux issus des plantes. C'est-à-dire que tous les minéraux qu'on te vend dans l'eau minérale en bouteille, la majorité de ces minéraux sont totalement inassimilables. Et c'est eux qui vont venir s'accumuler, qui vont faire des calculs rénaux, qui vont faire des calcifications à différents endroits. C'est une malversation. Après, ce qu'on sait aussi, c'est que les minéraux qui sont présents dans l'eau, si l'eau est extrêmement brassée, comme il y a dans les torrents, ou comme il y a par exemple pour les personnes qui dynamisent l'eau, tu as peut-être entendu parler de dynamisation de l'eau, alors là, à nouveau, pendant un temps, on les rend utilisables par le corps humain, parce que c'est une question de charge électrique. Pour moi, l'eau distillée est intéressante parce que c'est un moyen très très simple de rendre n'importe quelle eau pure, chimiquement pure, donc au moins tu n'as plus aucun polluant. Et c'est une eau qui est extrêmement solvante, c'est-à-dire qu'elle va nettoyer tous les déchets dans le corps humain. Il faut savoir qu'à l'échelle de la planète, il y a une grande partie de la population humaine qui boit de l'eau distillée parce qu'ils n'ont pas accès à une eau de qualité. Donc ça n'a rien de hasardeux de consommer de l'eau distillée. Moi, j'aime beaucoup consommer de l'eau distillée. Je consommerai presque exclusivement. C'est une eau qui va énormément nettoyer dans le corps. Mais quand tu dis eau distillée, c'est l'eau déminéralisée, c'est ça? Exactement. Donc, mais alors, c'est pareil. C'est quoi? C'est c'est une légende urbaine, l'histoire de que si on ça va faire exploser les cellules. Bah, que on va se décalcifier parce que comme il n'y a plus justement de minéraux dans l'eau,
le corps réagit en se disant, ben, on décalcifie puisque l'eau, Ouais. on nous met une eau sans minéraux. C'est ce qu'on raconte très très souvent. Il faut Ouais. savoir que les minéraux, quand ils sont présents dans le corps humain, ils sont présents dans les tissus, ils sont liés à la matière vivante, ils sont partie intégrante de la matière vivante, et ils sont liés, hein, c'est par des forces électromagnétiques qui sont extrêmement fortes. Pour les déloger de ça, il faut vraiment des produits qui sont extrêmement acides. Et c'est absolument pas l'eau déminéralisée qui a une acidité très faible, qui a un pH, pour ceux qui connaissent, de 6 et quelques. Donc c'est une acidité très faible qui est capable de déminéraliser avec ça. Et en pratique, ça a été, enfin je veux dire, il y a énormément de thérapeutes qui utilisent l'eau distillée. Et je te dis, à l'échelle mondiale, il y a pas mal de populations qui consomment régulièrement. Moi, quand j'étais en Asie, il y a des gens qui, toute leur vie, consomment de l'eau déminéralisée parce que de toute façon, ils n'ont pas accès. C'est le moyen de potabilisation de l'eau le plus simple et le plus low technologie, basse technologie qu'ils puissent avoir dans leur environnement. Donc, ils font de l'eau distillée. Et des distillateurs en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande, les gens, ils fonctionnaient uniquement avec de l'eau distillée. Donc, aucun problème de ce côté-là. Pour le dentifrice. Le dentifrice, ouais. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la dentisterie. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il valait beaucoup mieux utiliser du bicarbonate de soude, par exemple, pour se laver les dents, surtout si ton dentifrice contient du fluor. Parce que le fluor est un neurotoxique majeur qui attaque la glande pinéale et la glande pituitaire. De ce qu'on m'a dit, le fluor a été la première fois utilisé, la fluorisation de l'eau, hein, d'ailleurs maintenant on met du fluor dans l'eau de boisson dans les villes, a été utilisé au départ dans les camps de concentration parce qu'on avait remarqué que le fluor diminuait l'agressivité, la volonté, tu vois, le côté volontaire des personnes. Aux États-Unis, ils sont nombreux à penser que le fluor qui est mis sous couvert de motivation, d'hygiène vitale pour les individus, hein, le fluor qui est mis dans l'eau de boisson est juste mis à visée de contrôle des individus, pour les rendre plus dociles et plus mous. Le fluor dans les dentifrices, c'est un véritable poison. La plupart des dentifrices contiennent une quantité hallucinante de produits dont on n'a absolument pas besoin. Le bicarbonate de soude, un petit peu d'argile, tu vois, d'argile verte ou choses comme ça, régulièrement. Bon, alors l'argile peut être un peu abrasive, mais un petit mélange des deux, bicarbonate de soude, argile, le gros sel aussi peut servir à se laver les dents. Et enfin, moi, Ah, le gros sel, ouais, le gros sel, ouais, tu trempes ta brosse dans le gros sel, tu frottes, ça va nettoyer bien tes gencives aussi, ça va stimuler tes gencives si elles sont pas trop enflammées. Si elles sont enflammées, le gros sel, tu vas chanter. Hein. Mais voilà, ça c'est des remèdes qui m'ont été donnés par des dentistes hein, et qui marchent très très bien. Oh, bah, ouais, bah, un petit remède de grand-mère, si j'ose Ouais. dire. Question pour Thierry. Régénérescence des poumons. Une amie pratiquement la soixantaine, elle vit sur Paris, elle a une toux chronique car elle est devenue très sensible aux agressions de la ville. Quand j'ai vu ta vidéo sur le jus nettoyant, que pourrais-tu rajouter, toi qui as eu une sacrée expérience à ce niveau-là? Merci de partager ton savoir. Alors, euh, les poumons, les encombrements de poumons, ils sont extrêmement fréquents. Les toux chroniques, c'est quelque Oui. chose qui est. Ce qu'il faut savoir, c'est que les poumons, bon, ils sont composés de tout un réseau. C'est comme une espèce, quand tu regardes les poumons, c'est comme une espèce d'arbre, hein, avec des branches et puis qui se ramifient en bronchioles et qui deviennent de plus en plus petites, de plus en plus fines. Et au final, ça devient des surfaces d'échange entre l'air qui arrive dans ces branches et le milieu intérieur, qui est le poumon, qui est irrigué de façon sanguine et ainsi de suite. Ben, ce qui se passe, c'est que le poumon, c'est ce qu'on appelle un émonctoire. Un émonctoire, c'est une porte de sortie de l'organisme. On en a quatre majoritairement dans l'émonctoire. On a les reins, les intestins, donc avec les selles, hein, l'anus. On a la peau, qui est une porte de sortie. Il y a des matières qui sortent via la sueur. Hein. D'ailleurs, quand tu transpires, des fois, ta sueur, elle est acide. Hein. Mais tu évacues l'acide. Quand tu fais du sport et que tu évacues de la sueur acide, tu évacues l'acide lactique qu'ont produit tes muscles pendant leur travail. Ben, les poumons sont aussi un émonctoire. Et donc, autant ils absorbent l'air, autant dans ces bronchioles, eh bien, il y a des produits toxiques qui encombraient les poumons qui sont rejetés. Hein. Et si il y en a plus qui sont rejetés que la capacité du poumon à s'épurer, eh bien, il commence à être ce qu'on appelle congestionné, de plus en plus congestionné. Et ces toux chroniques sont liés à ça. Alors, on a remarqué que les produits laitiers, particulièrement les produits laitiers pasteurisés, étaient particulièrement congestionnants pour les poumons. Donc déjà, les modifications du régime alimentaire, suppression des produits laitiers, suppression des céréales, la plupart du temps, ont un effet assez merveilleux sur les poumons. Je parle en connaissance de cause. J'ai un ami très proche qui était depuis à peu près 30 ans sous ventoline quotidienne. Il prenait de la ventoline, un bronchodilatateur Très quotidien. asthmatique. Ouais, exactement.
En début d'été, il a été intéressé par ce que je proposais et il a accepté de faire une cure pendant 3 semaines. Il a été littéralement choqué parce qu'au bout de 2 jours, il a posé son inhalateur, il ne l'a plus retouché depuis. Voilà. 30 ans d'encombrement chronique des intestins. Il avait ce qu'on appelle une BPCO, un encombrement chronique bronchopulmonaire. Hein, et on lui avait dit que c'était inéluctable, c'était constitutif, c'était voilà, tout ce qu'on voulait. Et il s'est rendu compte qu'au travers de simples choix alimentaires et puis en utilisant des plantes médicinales qui ont fluidifié toutes ces matières-là et qui ont aidé à ce que ça sorte, eh bien, les problèmes cessaient complètement. Donc, pour quelqu'un qui a une congestion dans les poumons, déjà, faire en sorte qu'il y ait moins de matériaux toxiques, donc au travers du réforme de mode de vie et de l'alimentation, et ensuite, eh bien, favoriser la sortie. C'est toujours pareil, arrêter d'en rajouter et favoriser l'épuration. Pour favoriser l'épuration, eh ben, il y a des plantes médicinales qui vont aider, ou simplement le corps va le faire de lui-même, et on peut aider, on peut accompagner, et arrêter d'en rajouter. Parce que si tu en rajoutes en permanence, au final, tu ne vas jamais t'en sortir. Et par exemple, tu vois, sur les poumons, il y a un truc, juste petite remarque, sur le remède grand-mère, il y a quelque chose qui était très utilisé avant, qui s'appelle l'huile de ricin. Ah oui, l'huile de ricin. Bon, alors, on nous forçait à l'ingérer, en ingestion, c'est un purgatif, donc c'est assez violent. Par contre, quand on le met en friction ou en cataplasme sur la peau avec une bouillotte, on s'est rendu compte que ça active de façon notoire la production de globules blancs. Et les globules blancs, c'est les agents nettoyants du système. Quand on se fait un cataplasme d'huile de ricin sur une zone qui est encombrée comme ça, eh bien, ça améliore le nettoyage de cette zone et c'est assez merveilleux sur tout ce qui est encombrement pulmonaire, sur les problèmes d'inflammation urinaire aussi. Moi, j'ai eu des expériences incroyables, des gens qui se tordaient de douleur, qui étaient prêts à aller à l'hôpital. On leur faisait un cataplasme d'huile de ricin et en 20 minutes, ils étaient complètement relâchés. Pourquoi? Parce qu'on avait boosté le fonctionnement du système immunitaire dans cette zone. Donc ça pourrait être, pour les poumons, c'est quelque chose qui marche très très bien. Alors, on me dit, peut-on conserver l'eau de mer qu'on irait chercher nous-mêmes et combien de temps? Alors donc là, elle fait référence aux travaux de René Quinton. De René Quinton, exactement. Il faut savoir que René Quinton recommandait de collecter l'eau de mer dans des endroits particuliers, à la fois pour des questions de pollution et puis parce que dans ces endroits, il y avait un vortex qui était créé qui assurait d'avoir un maximum de minéraux et de micro-organismes. Donc c'était la meilleure qualité d'eau de mer. Ensuite, pour en avoir discuté, j'ai un ami qui distribue de l'eau de mer. Il reconnaît aussi que René Quinton, son propos et tout son projet, c'était de créer des dispensaires d'eau de mer gratuits. Il y avait vraiment un projet humaniste très très fort. Et moi je dis toujours aux gens, si vous avez de l'argent et que vous avez la possibilité de vous payer des vraies bouteilles de Quinton qui ont été collectées sur les meilleurs endroits, vous allez avoir le top du top. Tant mieux, vous ne posez pas de problème. Par contre, si vous n'avez pas d'argent, allez dans une zone la moins polluée, bien brassée, loin d'un port et ainsi de suite, et prenez votre eau de mer. Moi, je l'ai déjà fait personnellement et ça ne me pose aucun problème. Voilà. Après, par contre, je sais qu'il y a des gens qui utilisent le Quinton en injection. Alors là, je ne m'amuserai pas à prendre de l'eau de mer pour ça. Il faut qu'elle soit microfiltrée, il faut qu'elle atteigne des normes sanitaires. Je ne m'amuserai pas du tout à ça. Par contre, en ingestion, en étant attentif dans quelle zone je le prends, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, dans l'eau de mer, il y a énormément de micro-organismes. S'il y a de la pollution qui arrive, ces micro-organismes, ils ont la capacité d'épurer cette pollution. Tant que l'arrivée de polluants n'est pas supérieure à la capacité des micro-organismes d'épurer. Si tu le prends en sortie de port, il y a beaucoup trop de polluants qui arrivent par rapport à la capacité de cet ensemble biologique d'épurer l'eau de mer. Par contre, si tu le prends une pointe, un cap très brassé et ainsi de suite, par expérience, les bienfaits que tu vas retirer de l'eau de mer sont bien supérieurs à le petit inconvénient qu'il pourrait y avoir par rapport à la pollution. Tu vois, c'est un peu comme quand les gens me demandent, oui, mais finalement, j'ai pas d'argent pour me payer des fruits et des légumes bio, par exemple. Est-ce qu'il vaut mieux que je m'en passe? Eh bien, par expérience, j'ai vu énormément de personnes changer leur alimentation et passer à des fruits et des légumes, même non bio. Et malgré l'inconvénient majeur qu'il y a à consommer des légumes non bio, à la fois pour la personne et puis par le mode de culture que ça représente et l'impact sur l'écosystème, ben, malgré ça, ces personnes voyaient leur état de santé amélioré de façon massive. Donc malgré ça, il y avait quand même des facteurs positifs. Donc ce n'est pas un frein. Par contre, il est important de militer à titre individuel et collectif pour que ce soit un droit inaliénable pour toute personne d'avoir accès à une alimentation bio et de qualité. Ça devrait être juste la norme actuelle. Et ça devrait être juste illégal
d'avoir des personnes qui consomment des aliments qui soient des aliments bourrés de pesticides. Ça devrait être une priorité nationale, il me semble, que de réformer totalement notre mode agricole de manière à avoir une nourriture de qualité. Je veux dire, ça serait un service public. Ce serait presque le minimum. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Bonsoir, on a un concert. Quels sont les légumes et fruits que l'on peut manger et lesquels sont à éviter? Quand on a un cancer. Ouais. Un peu, Ouais, c'est peu large comme question. Ouais, très général. Un peu large. On me dit bonsoir Tepa et Thierry, ma mère fait beaucoup d'infections urinaires et pourtant elle boit beaucoup d'eau. Aurais-tu un conseil à lui donner? Il faudrait vraiment voir la personne. Faudrait vraiment voir, on peut pas dire ça. Voilà, on rentre dans de la thérapeutique. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Parce qu'il y a pas mal de questions comme ça. Voilà. Salut Thierry, préconises-tu le smecta ou connais-tu un constipant naturel, silice, plate, chaud et teinte pour suivre ton régime sans attraper des hémorroïdes? Alors, un constipant naturel, on va éviter le plâtre quand même. Ouais, le plâtre. Ouais, c'est pas recommandé. Il y a une plante qui est un constipant qu'on appelle la caroube. C'est une gousse qui a un peu le goût du chocolat, un petit peu la caroube, qui pousse en Espagne, qui pousse dans le sud de la France aussi. Et la caroube est fortement constipant. Alors après, ce qu'il faut comprendre, je pense que c'est une personne qui a une diarrhée chronique. Ouais. Et diarrhée chronique, la plupart du temps, c'est lié au fait que quand tu commences à avoir un encombrement de plus en plus important dans le côlon, ce qu'on appelle le lumen, c'est-à-dire la lumière, le passage, devient de plus en plus étroit parce que c'est encombré de plus en plus. Et quand ça devient tellement étroit que les selles ne peuvent plus passer, qu'est-ce qui se passe? Le corps n'absorbe plus l'eau de manière à ce que tout en étant liquide, ça arrive à passer. Parce que si c'est liquide, ça arrivera toujours à passer même par un tout petit trou. Et on a montré que les diarrhées chroniques, pas les diarrhées ponctuelles, mais les diarrhées chroniques correspondaient à un état vraiment de congestion très très avancé. Et donc, induire un nettoyage intestinal, alors il y a des techniques pour ça, déjà on parle de changement alimentaire, mais il y a aussi des techniques de nettoyage du côlon, l'hydrothérapie du côlon, les lavements, on peut utiliser des plantes médicinales pour ça, arriver à corriger cet état de fait et à supprimer les diarrhées chroniques. Ça, les états d'inflammation, les gens qui souffrent de maladies de Crohn, de colopathie inflammatoire et choses comme ça, c'est catastrophique, on leur prescrit des anti-inflammatoires, des corticoïdes à gogo, c'est catastrophique. Le nombre de témoignages de personnes qui disent on a bataillé pendant des années, des dizaines d'années en avalant une quantité impressionnante de corticoïdes, alors qu'un simple changement de l'alimentation nous a résolu à peu près tout. Je veux dire, c'est impressionnant, des témoignages sur le net, il y en a partout, il suffit d'aller les chercher. Mais la maladie de Crohn, les maladies inflammatoires des intestins, c'est juste le témoignage qu'on met dans notre gosier des aliments qui sont des aliments extrêmement inflammatoires, qui vont venir littéralement brûler les muqueuses. Donc c'est pas étonnant. Et comme les intestins, quand on avale un truc, c'est eux qui le reçoivent en priorité. C'est eux qui vont manifester la première fois le désagrément. Et donc d'où on va dire les diarrhées, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Inflammation. Alors, là on arrive en plus à la fin, je vais reprendre les dernières questions. Thierry Casanova, un coup pile hygiéniste laisse l'homéostasie se faire, la détox se faire naturellement avec une alimentation physiologique, puis un coup face naturel pour vendre tout un tas de plantes et de jouisseux. Voilà. Alors, je sais pas, c'est Amandine, qui est un peu... elle dit que tu changes de discours, que des fois tu es hygiéniste, tu dis laisser l'homéostasie se faire, la détox se faire naturellement avec une alimentation physiologique, puis un coup tu serais naturel pour vendre tout un tas de plantes et de juicers. Alors bon, pour vendre tout un tas de plantes et de juicers, ça c'est toujours un procès qui est facile à faire. Je veux dire, c'est une histoire qu'il y a eu par rapport à l'association. Oui, alors j'ai vu un article là-dessus sur Rue 89 qui a été... Oui, voilà, un grand média d'information qui est Rue 89. Oui. Voilà, bon, qui était orienté, qui avait une vue. Je suis responsable d'une association qui a des salariés et effectivement, notre association a choisi de ne pas faire payer les vidéos, de diffuser plus de 600 vidéos sur le net, de ne rien faire payer pour ça, de faire des stages à coût minimum. Donc, pour payer les salariés, nous, on a choisi pas de faire de pub, par exemple, ça aurait pu être une option, que je critique absolument pas. Nous, on a choisi, parce que faire de la pub, on risquait, en termes d'alimentation, de se compromettre avec des grandes marques qui ne nous convenaient pas. On n'arrivait pas à trouver... nous, on a choisi de se rapprocher de distributeurs qui distribuaient des produits qui correspondaient à nos critères, et en disant, ok, finalement, nous, on vous recommande, parce que vous rentrez dans les critères qu'on recommande, et puis finalement, vous nous rétribuez avec une petite commission. C'est
C'était aussi simple que Oui, ça. voilà, j'ai vu, donc tu vends du chocolat vrai, chocolat bio, il y a Ouais, bon, des bananes séchées, tout ça. ouais, ça fait partie voilà, ça fait partie de la petite boutique pour, ben, voilà, permettre à l'association de se développer parce qu'effectivement, on a des besoins pour porter ce message. Il y a de plus en plus de personnes qui travaillent. D'ailleurs, des personnes qui ont, pour la plupart d'entre elles, donné énormément sous forme de bénévolat et d'ailleurs qui sont la plupart du temps rétribuées et qui donnent beaucoup plus. Hein. J'imagine que vous devez connaître ça à Oh, Meta bah, TV. Quoi. ouais, Je veux bien dire, sûr, pour nous ça, c'est pareil. Hein. c'est le genre de procès. Bon, ceci dit, l'idée que parfois mon discours est hygiéniste au sens de ok, on laisse le corps se débrouiller tout seul. Et puis parfois, j'ai tendance à dire non, mais là, il faudrait utiliser plutôt des plantes et des aides extérieures pour aider le corps. Eh bien, oui, c'est parce qu'il y a des différences en fonction de l'état nerveux de la personne. Tu as des gens qui ont encore beaucoup d'énergie nerveuse. Et à ce moment-là, parier sur la capacité propre du corps à rétablir l'équilibre, elle est bonne. Et le corps va rétablir l'équilibre de lui-même. Ça, c'est clair. Et puis, tu as des personnes qui, par contre, sont épuisées. Et si tu comptes sur la capacité de leur corps à rétablir l'équilibre, ben, tu peux attendre longtemps parce qu'il n'y a rien qui va réagir. Parce qu'il y a plus cette énergie électrique, quelque part, qui fait que les organes ils vont fonctionner de manière adéquate. Si tu ne les soutiens pas, si tu ne les stimules pas, ça ne va pas marcher. Moi, à l'époque, si je ne m'étais pas mis à manger de la viande, des produits animaux en grande quantité quand j'étais épuisé, ça n'aurait pas redémarré. J'ai eu besoin d'une béquille. Et c'est donc la différence qu'il y a entre théorie et pratique. Et c'est pour ça que de dire, bon, ben, le corps, il rétablit l'équilibre tout seul, oui, à condition qu'il en ait la ressource. Et à condition qu'il en ait la ressource, eh bien ça va dépendre de l'état nerveux de la personne. Et donc, c'est pour ça que autant le but est commun, autant l'idée globale est commune, autant le chemin est individuel et va dépendre en grande partie de cet état nerveux. C'est ça qui va faire la grosse différence et c'est ça qui est important de connaître. Alors, dernière question, je prends les dernières. Voilà, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que tu penses des vaccins? J'imagine. Oui, Pas... alors oui, Ouais, voilà. tu dois Je pas veux être dire, trop pro-vaccin vu tout ce voilà, que tu viens de dire. fais tes recherches sur Internet et tu Voilà. verras, voilà, j'ai pas besoin de prononcer, il y a beaucoup de gens qui sont prononcés avant moi. Voilà. On nous dit aussi, pense-t-il que l'amyotrophie spinale de la médecine, que la médecine qualifie de maladie génétique? Alors, je sais pas ce que c'est. Alors oui, je connais pas. L'amyotrophie Je voulais juste spinale. dire un petit truc par rapport à la maladie génétique. Le terme de génétique est un terme qui est extrêmement anxiogène dans notre société. Dès qu'on dit génétique, c'est ah, ok, c'est fini, là on peut plus bouger, c'est terminé, c'est inéluctable, ça va plus bouger. Alors on sait très bien que la génétique s'exprime dans un contexte, sur un terrain. Et de plus en plus, on parle d'épigénétique plus que de génétique. C'est-à-dire l'expression du patrimoine génétique en fonction des conditions de vie. Et en fonction des conditions de vie, ça c'est nos choix à nous. C'est-à-dire qu'on a vu que on n'exprime qu'une partie congrue de notre code génétique et que la partie qui est exprimée dépend de nos contextes de vie, de nos rythmes de vie, de nos choix alimentaires. Donc quand on me parle de génétique, moi je réponds épigénétique, c'est-à-dire changer l'expression de ton code génétique en fonction de tes choix de vie. Et c'est là où on reprend toute notre capacité et notre libre arbitre. Bon, attends, juste au moment où voilà, mon ordinateur s'était éteint. Alors, je vais aller voir les dernières questions, c'est les dernières. Voilà. Ah bon, on me dit on coupe. Ah bah oui, il doit y avoir. Voilà, il y a ton équipe, je crois, qui est sur le. Bon. Ils sont. C'est comme le général de Gaulle. Là. Moi, allez, clac, c'est terminé. Bon bah là, il doit y avoir un taxi probablement qui t'attend. Voilà, on me dit oui, je devine. Donc, bah, on est obligé d'abréger. Bah tant pis pour les dernières questions. Hein. Merci pour ton invitation. Bah, merci Ça a à été toi, un vrai Thierry. plaisir. Bah, nous aussi. De vous rencontrer aussi, de voir l'équipe et de voir. C'était peut-être pas une soirée facile pour vous. C'était pas la meilleure soirée. Tu es tombé en pleine bataille, en plein mouvement. Pourtant, on a bien rigolé. Donc voilà. Ouais, bah on garde le cap. Bah, ils voudraient, tu sais bien, nos ennemis voudraient nous voir pleurer, mais ça n'arrivera pas. C'est ça le problème. Bah, on les laissera pleurer eux, en tout cas. Ils vont se défouler. C'est pas grave. En tout cas, on en reparlera. Vous en doutez bien. Et ben, merci Thierry. Merci d'être beaucoup. venu. Merci à la régie. Merci. Aux membres de l'équipe qui travaillent chaque jour pour pouvoir vous apporter les émissions. Évidemment, les vrais membres de l'équipe, pas les feignants, qui se lèvent à 15h de l'après-midi. Les autres. En tout cas, merci beaucoup. Et on se retrouve lundi, puisque nous, ça continue, même sans adresse. De toute façon, on va bien finir par en trouver une. En tout cas, si vous avez écouté ce message ce soir, c'est que vous étiez la résistance. Évidemment, je parle aux vrais, aux ceux qui pensent vraiment qu'on va pouvoir améliorer les choses un jour. Merci beaucoup à vous tous. Merci Thierry. Merci à tout le monde. Ciao, à lundi. Bon week-end.